Mickaël, je te propose que l'on démarre. Ça Avec fera arriver grand les plaisir. derniers participants. Donc, rebonjour à tous. Je me présente. Je suis Jérôme Triglia, le directeur du centre de service intégration technologie chez Monaco Digital. Comme son nom l'indique, pardon, le centre de service intégration technologie est une équipe d'une trentaine d'ingénieurs répartis en cinq équipes d'expertise majeures qui sont là pour vous accompagner au quotidien dans tous vos projets de déploiement. Et aujourd'hui, le sujet qui nous rassemble est le sujet de migration depuis le module VPN SSL vers l'IPsec, le ZTNA ou le SASI. Et je suis aujourd'hui accompagné de Michael Bazzi de chez Fortinet, qui va en détail pouvoir vous présenter les différents processus de transition depuis VPN SSL vers les trois technologies que je vous ai citées. Avant de passer le micro à Michael pour la présentation du webinar, je vous invite à utiliser le chat ou le module questions et réponses pour pouvoir poser vos questions en direct. Et nous pourrons ensuite les adresser une par une à la fin du webinar. Et vous aurez aussi les micros qui seront disponibles à la fin du webinar pour pouvoir échanger avec nous. Voilà. Je vous souhaite une bonne présentation et Mickaël, je te donne le micro. Merci Jérôme. Donc, bonjour à tous, je suis Michael Bazzi et je suis ingénieur avant-vente chez Fortinet. Je travaille au département Channel, c'est-à-dire que j'accompagne les partenaires. Et on va parler, comme Jérôme le disait, de l'évolution du VPN SSL vers des technologies plus sécurisées telles que l'IPsec, le ZTNA ou le SASI. Alors, pour rappeler un petit peu le contexte dans lequel on le fait, on va parler de, entre guillemets, l'éléphant dans la pièce, les vulnérabilités du VPN SSL. Donc, il y a des vulnérabilités autour du VPN SSL. Alors, je ne parle pas spécifiquement de Fortinet ici, je parle de tous les éditeurs. Tous les éditeurs ont des vulnérabilités dans le VPN SSL. Certaines sont liées au fait qu'il y a des composants partagés qui sont des composants open source. Donc de toute manière, il y a des vulnérabilités, peu importe l'éditeur. Donc là, si on peut parler d'Ivanti, on peut parler de Palo Alto, on peut parler de Checkpoint, et bien entendu, on peut parler de FortiOS. Là, je n'ai sorti que des bulletins d'alerte du CERT-FR, donc qui proviennent de l'ANSSI. Qui sont directement liés à l'ANSSI. Et en fait, l'idée par rapport à tout ça, c'est d'avoir la position forte de dire qu'il faut qu'on arrête avec le VPN SSL pour la sécurisation de toutes les entreprises, pour avoir une meilleure résilience. Donc chez Fortinet, on veut faire une migration qui soit quand même en douceur. C'est-à-dire qu'on veut faire, bien entendu, il faut qu'on arrive à faire autre chose que ça. Et afin de pouvoir le faire, il faut le faire le plus en douceur possible. Donc on ne forcera aucune mise à jour pour le désactiver sur tous les boîtiers, bien entendu. On va juste, entre guillemets, et on a commencé un petit peu cette transition en masquant depuis le FortiOS 7.4 le VPN SSL. Donc les fonctions de VPN SSL sont masquées, mais peuvent être réactualisées. C'est-à-dire que ici, sur un boîtier en 7.4, on peut avoir on peut l'avoir, il va être masqué, désactivé. Il y a un joli message d'erreur qui vient le dire dès lors qu'on vient l'activer. Donc, quand on arrive à il se nécessite encore une fois une mise à jour pour arriver à avoir ce comportement-là. Et quand je dis qu'on va faire des migrations en douceur, correspond au fait que la fin de support des OS dans lesquels on n'a pas encore fait cette modification, par exemple, la 7.2 a pleinement les fonctions du VPN SSL, la 7.4 également, même si la migration de la 7.2 à la 7.4 peut arriver à une désactivation du VPN. Dans ça, on peut avoir, dans tous les cas, ce sont des versions d'OS qui vont être supportées. C'est-à-dire que si jamais vous ne faites pas les mises à jour, si vous ne faites, jamais vous ne faites pas les mises à jour, vous pouvez tout à fait continuer à avoir le VPN SSL qui soit complètement actif et utilisable. Ça continuera de fonctionner, simplement, ce sera sur un OS qui ne sera plus supporté par Fortinet.
Donc ça, normalement, c'est une raison assez importante pour pouvoir le faire. Donc les deadlines, l'aide butoir pour la 7.2. Alors, pour la 7.2, ça nécessite que vous ayez que vous ayez du LTS. Donc, il faudra arriver au 31 mars 2028 pour supprimer une suppression complète du VPN SSL, enfin, fin de support complète de la 7.2, à condition que vous ayez du LTS, sinon ça arrivera avant. Le LTS, c'est lié à un certain type de FortiCare qui s'appelle le FortiCare Elite. Et en FortiOS 7.4, c'est un peu plus tôt, parce que la 7.4 n'est pas LTS, c'est au 11 novembre 2027 qu'il y aura cette échéance. Donc la première alternative. Oui. Excuse-moi, je vais juste rajouter un petit truc, Mika, sur le slide d'avant. Donc on a voulu organiser ce webinaire avec Forti. On l'a programmé il y a quelques semaines déjà, justement pour vous accompagner à anticiper ce changement. Et si vous regardez la deuxième phrase du slide tout en haut, il y a quelques jours a été publiée la 7.6.3, qui elle, pour le coup, ne comporte plus du tout de modèle VPN SSL. Donc ça ne veut pas dire qu'il y a urgence, parce que vous êtes libre de prendre le temps qu'il faut pour mettre à jour. Mais voilà, sachez qu'on a organisé ça aujourd'hui et qu'on est à vos côtés pour pouvoir vous accompagner à migrer et à prévoir la transition en douceur, pour que vous puissiez suivre le train de FortiOS qui vous intéresse par rapport aux fonctionnalités souhaitées. Tout à fait. Et à noter que également en 7.4, sur certains petits boîtiers, il y a eu du VPN qui avait été désactivé, qui était supprimé. Par contre, sur la 7.6.3, donc la version qui est sortie il n'y a pas très longtemps, la dernière version de FortiOS 7.6, c'est la totalité des modèles qui est concernée. Donc plus aucun modèle n'a de VPN SSL en mode tunnel à partir de la 7.6.3. Exactement. Donc la première alternative, c'est l'IPsec. Alors, pourquoi est-ce que en 2025, on parle du VPN IPsec en termes d'alternative crédible au VPN SSL? Parce que en fait, le gros problématique de l'IPsec, historiquement, c'était pas un problème de sécurité, c'était un problème du fait que dans certaines situations, les ports UDP, les ports qui sont utilisés, enfin les protocoles de communication qui sont utilisés par l'IPsec pour négocier les tunnels peuvent être bloqués. Par exemple, quand on est dans un Wi-Fi d'hôtel avec un portail captif qui est mal configuré, on peut avoir ce genre de choses. Ou chez certains opérateurs ou de certains environnements à l'international. Pareil, l'UDP 500 ou 4500, voire le SP, était bloqué. Et en fait, ce qui a changé récemment, c'est le fait qu'on est capable désormais de faire du VPN IPsec sur le TCP 443. Et donc, si l'UDP est bloqué, on sait faire un fallback automatique sur du port TCP 443 qui permet d'avoir pas mal de pouvoir travailler de manière beaucoup plus efficace sur les portails captifs, entre guillemets, encore une fois, mal configurés. Donc, l'IPsec reste une option qui est tout à fait fonctionnelle. Qui est testée, qui est validée. Alors, on n'est pas encore forcément à isopérimètre de partout, mais mais en tout cas, on vise l'ISO-fonctionnalité, avec le VPN SSL. La meilleure option de migration, c'est ce qu'on appelle le ZTNA. ZTNA pour Zero Trust Network Access. C'est-à-dire que si on reparle du Zero Trust, globalement, c'est pas forcément c'est déjà un principe, un mindset qu'on a poussé depuis longtemps en cybersécurité, et c'est également en fait une fonctionnalité qui est apparue. Donc, dans nos FortiClients, dans nos FortiOS, depuis la version 7.0, on sait utiliser une logique de Zero Trust qui repose sur les différents principes qui sont affichés ici, c'est-à-dire que l'accès à l'application est uniquement lorsque l'identité de l'utilisateur et du poste ont été validées.
Également, il faut avoir en tête un principe de moindre privilège, c'est-à-dire qu'on fait un accès minimal aux, euh, aux, euh, aux applications qui est fait. Et on fait une revalidation également en continu et en temps presque réel. On parle d'un temps de synchronisation qui est en général de quelques secondes ou quelques dizaines de secondes pour avoir l'information de l'état du poste propagée sur l'ensemble des machines. Dans le pire des cas, on est sur de quelques minutes. Donc, si on travaille également sur la partie endpoint qui est utilisée, on va reposer, comme le VPN SSL, sur FortiClient. La FortiClient qui est l'agent le plus unifié du marché. Donc, qu'est-ce qu'on entend par unifié? On entend par là que c'est un agent unique pour faire tout un ensemble de fonctionnalités. Donc, la partie VPN, IPsec et SSL est là depuis longtemps. La partie ZTNA, vous en doutez, elle est déjà également présente, mais on a également des informations de télémétrie vont être remontées. C'est aussi un agent de sandbox. C'est aussi l'agent de contrôle des comptes de contrôle des comptes à privilèges pour la partie interopérabilité avec le Bastion, avec le Bastion Fortinet. C'est également un agent qui est capable de faire de la protection du poste de travail avec uniquement la partie EPP si on veut faire de l'anti-ransomware ou même également avec de l'EDR qui est désormais intégré à FortiClient. Et c'est également l'agent qu'on utilise pour la connexion à FortiSASI. Donc, sur cette notion de ZTNA universel, le principe de fonctionnement, c'est que on va avoir le FortiClient qui va être capable de pouvoir, qui va être installé sur la machine et qui va envoyer des informations à un EMS. Donc, le EMS, ça peut être un EMS sur lequel vous maîtrisez la main parce que vous souhaitez avoir la main totalement sur l'emplacement de la donnée. Ou ça peut être un EMS cloud, voire ça peut être l'EMS natif de FortiSASI qui va être utilisé pour faire ça. Et on a ensuite un ZTNA Application Gateway, qui va être en fait un access proxy, qui va avoir une logique de proxy d'accès, en fait, où on va être capable de pouvoir faire l'enforcement et également l'accès aux données, peu importe qu'elles soient. Donc, quand on parle de ZTNA Application Gateway, on parle d'une couche FortiOS. On parle d'une couche FortiOS et ça peut être à la fois FortiOS, donc le FortiGate que vous connaissez déjà, comme ça peut être le Bastion, comme ça peut être également notre reverse proxy FortiWeb ou notre load balancer FortiADC. Ça peut être également FortiProxy si vous utilisez un proxy dédié. Donc, ça, c'est des fonctions qui sont utilisées. Et c'est puisqu'on utilise les mêmes couches par rapport aux fonctions, qui est la couche c'est FortiOS, on va être capable de pouvoir utiliser cette fonction-là dans différentes solutions. Le FortiOS, ça contrôle l'accès, ça maintient une table d'accès des groupes utilisateurs et ça sert de proxy transparent. Ce qui fait que pour l'utilisateur, c'est également un gain en termes de confort d'utilisation. Il n'a plus à monter de VPN pour accéder aux ressources de l'entreprise et il y accède de manière encore plus sécurisée. Ça paraît pas grand-chose dit comme ça, mais en termes de confort utilisateur, tous les retours qu'on a sont extrêmement positifs. Le deuxième composant, c'est le FortiClient qui, lui, plus le MS, du coup, que ce soit un EMS on-prem ou cloud ou SASI, qui va être capable de faire la gestion centralisée de l'agent ZTNA. Donc en option, on aura des options complémentaires qui vont pouvoir être prises, soit pour la reconnaissance de l'utilisateur, donc avec du MFA, soit même pour la protection plus avancée du poste de travail avec soit FortiEDR, soit FortiDLP puisque l'agent FortiDLP, l'agent FortiDLP devrait pouvoir être intégré également avec la partie FortiClient, comme l'est FortiEDR aujourd'hui. Donc, je vous avais dit que le ZTNA, ça améliore la sécurité. Donc, en termes de configuration, comment ça se passe? Donc, si on parle d'une connexion VPN classique, on a une machine qui est à distance. On a une passerelle
on a une passerelle également VPN et on a des applications app-red.ie, app-blue.ie ou app-green.ie par exemple. Et en fait, pour accéder à ces applications, on connecte l'applicatif installé sur le poste de travail et il y a un filtrage générique qui est appliqué par la machine. Donc le filtrage générique, c'est du filtrage, qui est le même que celui que c'est en général du firewalling niveau 4 qui est fait quand il y a du filtrage qui est fait. Parce qu'il y a trop souvent du filtrage trop simple ou même pas du tout de filtrage. Et il y a trop souvent également une authentification qui est basique. C'est-à-dire qu'on fait du login, du mot de passe avec ou sans MFA. Parce que le MFA, soit un certificat ou soit un token ou soit les deux. Mais en attendant, s'il n'y a pas de MFA, par exemple parce que c'est trop compliqué de gérer les MFA pour un compte de type contractant, pour un type de compte de type prestataire externe, et ben globalement on n'aura pas de configuration, on n'aura pas de filtrage. Donc l'identification utilisateur est faite une seule fois et il n'y a pas de vérification de l'identité du poste et pas de vérification de l'intégrité du poste. Ce qui veut dire aussi que comme il y a un accès qui est et également comme il y a un accès qui est fait à toutes les applications, si un malware est présent sur le poste de travail, lui aussi, il accède à toutes ces ressources-là. Puisque en fait, c'est du routage qui est fait et pas sans plus de choses. Donc, si on fait une connexion VPN traditionnelle avec Fortinet, donc, on parle d'un Fortinet client qui est relié à un EMS, là, on va être capable de pouvoir faire une configuration à la connexion et une vérification de l'identité du poste et de l'intégrité du poste également à la connexion. Donc, on a déjà une amélioration de sécurité déjà à ce niveau-là, puisque au moins, ce n'est pas n'importe quel poste, n'importe quelle machine qui peut se connecter au VPN. On a déjà un peu plus de sécurité là-dessus. On peut être également granulaire et avoir des choses qui vont être avec des autorisations qui vont être un peu plus fines, même si pour l'accès des prestataires externes, on recommande quand même très fortement aujourd'hui l'utilisation d'un bastion. Avec le full ZTNA, là par contre, la connexion, on ne repose plus sur un VPN et la connexion est faite par session. La vérification de l'identité du poste est également faite par session, c'est-à-dire que chaque connexion TCP est vérifiée, authentifiée, validée et approuvée. Et on fait une vérification de l'intégrité du poste qui va être également là-dessus. Donc, je vous ai la configuration de Fortinet du full ZTNA est là. Et par contre, on peut aussi avoir une amélioration de l'expérience utilisateur. Comme je vous le disais, pour les utilisateurs, c'est beaucoup plus confortable de faire cela. Donc, toujours dans une notion de VPN traditionnelle, on va avoir une connexion qui va être faite et on a l'application qui est. Mais que se passe-t-il si les applications sont hébergées dans des localisations différentes? C'est-à-dire que on a app-red.ie qui est sur un data center, app-blue.ie qui est sur un autre data center et app-green.ie qui est sur un troisième data center. Ça veut dire que s'il n'y a pas de filtrage s'il n'y a pas entre guillemets d'accès routé au travers d'autres VPN qui est fait, ça veut dire qu'il faut se déconnecter d'un VPN pour se connecter à un autre VPN en fonction de là où se trouve la donnée. Donc, il faut se déconnecter, reconnecter du VPN, ce qui est une tannée. Les utilisateurs doivent connaître l'emplacement des applications. Donc, ce sont des choses qui sont qu'on voit encore dans certaines entreprises, et des fois certaines grandes entreprises, parce que la complexité reste encore là. En termes quand on est du full ZTNA, par contre, du coup, comme la connexion se fait par session et par application, on peut accéder nativement à chaque application, puisque le FortiClient sait que pour joindre app-blue.ie, il joue un tel access proxy. Pour joindre app-red.ie, il joue un tel autre access proxy, et pareil pour app-green, même si c'est dans le troisième environnement, peu importe. Donc on est sur une connexion directe
qui ne nécessite pas d'envoyer tous vos flux par le cloud. C'est dans ce sens-là que la connexion, que la solution de Fortinet est véritablement différenciante de la plupart des autres fournisseurs entre guillemets, de services VPN. C'est que notre solution ne nécessite pas ne fait pas une dépendance au cloud ou ne nécessite pas d'envoyer les flux dans le cloud. Vous avez une connexion au plus proche sans avoir un rebond complémentaire. Et les applicatifs étant montés de manière transparente. Également, c'est chaque application qui va être capable de pouvoir accéder directement à chaque service. Donc, on a une évolution du VPN traditionnel vers le ZTNA. Donc, si on cherche un petit peu les cas d'usage de la partie Fortinet Universal ZTNA, on peut imaginer le cas de Paul qui travaille depuis différents endroits. Il est en remote, il accède à des applications privées, mais aussi à des applications SaaS. Et quand il est on-prem, il accède également à des applications privées, mais aussi en SaaS. Donc finalement, il travaille partout de la même manière. Et Jen, qui est contractor ou accède, elle, à des applications privées via le ZTNA. Donc la partie opération Universal ZTNA va être faite avec la partie avec un accès avec Paul qui se connecte via du FortiClient et du coup qui se connecte au travers qui va se connecter au travers de FortiGate ou FortiProxy ou FortiPAM ou autre. Il y a un EMS qui va être utilisé et qui va pouvoir propager les informations de critères de conformité des postes sur les différents accès proxy. Donc l'accès aux applications, il va être fait avec un microtunnel qui va perdre, et lors de l'établissement de ce microtunnel, vu qu'on va travailler avec en fait des certificats, on va être capable de pouvoir vérifier l'appareil. Donc la vérification de l'appareil, elle va se faire via ces critères de conformité et chaque appareil sera identifié de manière unique, justement grâce aux certificats qui vont être utilisés. Dans la foulée, on va faire la vérification de l'utilisateur, puisqu'on va être capable ou non de faire de la vérification de l'utilisateur. On va pouvoir vérifier, toujours sur la base du certificat, la posture de l'appareil. Et enfin, l'accès, il se fait à une seule application. Et on peut rajouter du chiffrement si l'application n'a pas de chiffrement natif. Donc, tout ça est possible. Et du coup, l'application, une fois que toutes ces vérifications sont faites, et elles sont faites de manière complètement transparente, on accède aux applications où qu'elles soient. Si on est si on accède à une autre application, on peut accéder à différents accès. Vous pouvez accéder, peu importe l'application, du moment que c'est une application qui fonctionne sur du TCP ou de l'UDP, puisque le support de l'UDP est arrivé, on va être capable de pouvoir appliquer toutes ces fonctions-là. Donc les avantages, ça va être de pouvoir avoir une faible latence pour une meilleure expérience utilisateur, puisqu'on ne dépend pas, encore une fois, d'une solution cloud. On va avoir une vérification qui va être faite en continu. On va pouvoir également réutiliser l'existant, puisque en fait, le ZTNA, ce n'est pas une licence supplémentaire. C'est une fonction dans le FortiGate et le FortiClient managé par un EMS. Et on aura également de l'inspection du trafic qui va pouvoir être fait, puisque ici, vous aurez remarqué qu'on parle de Dropbox, Salesforce et de Microsoft 365. Donc, on peut même utiliser le ZTNA pour rajouter du fonctionnement et des contrôles qui vont être faits en complément sur ces applications cloud. Donc, en plus, on a de l'employé sur site. On va avoir également la partie connexion à des environnements on-prem ou ça. Donc, on a un applicatif qui va pouvoir être utilisé. Et le FortiGate FortiProxy va être capable soit d'accéder à du data center, soit des applications SaaS. Donc, on se retrouve également, même en mode on-prem, à avoir une logique qui va pouvoir être prise en compte. Donc, même on-prem, on continue d'avoir l'information et on peut et on n'est pas forcément obligé de passer par l'accès ZTNA. On peut faire simplement du filtrage en fonction de l'adresse IP et de la MAC adresse de la machine.
Donc l'inspection va pouvoir également être faite de la même manière. On va pouvoir réutiliser les informations de la machine, les critères de conformité de la machine pour pouvoir faire ça. On sait aussi faire du ZTNA agentless, parce que la question aussi qui peut se poser, c'est pour les contractants. Donc la partie ZTNA agentless, elle va se faire d'une connexion TLS. Et là, on ne va pas vérifier l'utilisateur, puisque on va pas vérifier autre chose que l'utilisateur. On va pas pouvoir vérifier la machine, mais on va quand même pouvoir forcer le fait de n'accéder qu'à une seule application. Donc on va pouvoir le faire avec FortiGate, FortiProxy, FortiPAM. Enfin, la même logique est appliquée ici et on va être capable de pouvoir travailler avec. Donc l'avantage, c'est de pouvoir supporter les Bring Your Own Device, de pouvoir faire des contrôles ZTNA par utilisateur et par source, et on va être capable de pouvoir également inspecter les trafics. Une autre façon d'aller plus loin, c'est également de parler avec FortiSASE. Donc, FortiSASE, c'est une composante clé de la solution de SASE de SASE unifié par Fortinet. C'est FortiSASE, contrairement à ce qu'on pourrait penser avec le nom, ça se présente assez facilement sous la forme d'un SSE. Pas uniquement un SSE, puisqu'on a la possibilité d'avoir des équipements qu'on appelle des teenage qui vont être capables d'envoyer les flux directement vers le SASI. Ça peut être ça peut être FortiAP, FortiExtender ou FortiBranch SASI, puisque l'évolution va vers des devices qu'on appelle des branch SASI. Mais et quand on est on-prem, vu que c'est une couche FortiWeb qui est utilisée dans le SASI, on va être capable de pouvoir utiliser les fonctions natives du FortiGate. Le FortiGate, il a énormément de fonctions de sécurité. On va avoir la partie proxy, on va avoir le firewall as a service, on va avoir le CASB, DLP, on va avoir le Digital Experience Monitoring, on va être capable de faire du RBI également. Et l'accès aux données privées va pouvoir être fait, et bien entendu la partie SD-WAN. Donc tout ça va pouvoir être utilisé avec un agent qui va être le même agent que le reste de la connexion. Elle a également la console qui est unifiée, ça va être le FortiManager qui va être capable de pouvoir manager à la fois le FortiGate on-prem et également la partie FortiSASE. Avec tout ça, on va avoir un déploiement flexible, l'application de la sécurité au plus proche de l'utilisateur, et le tout avec une threat intel qui est top-rated. Donc, FortiSASE, encore une fois, ça repose sur un agent qui est le FortiClient, ce qui veut dire que on peut migrer assez facilement d'un FortiClient payant vers du FortiSASE. On a aussi une protection qui est assez complète par rapport à ça, puisqu'on a la partie EPP qui est inclus avec un anti-ransomware. Sans surcoût, on a cet anti-ransomware qui est inclus. Et on a la partie visibilité et contrôle qui va pouvoir être faite. Donc, on a la notion de VPN, ZTNA, CASB également, le contrôle des applications cloud va pouvoir être fait. Et la partie proxy cloud va être également inclus, avec le monitoring de l'expérience utilisateur. Le tout avec l'interopérabilité, avec l'existant. Donc, vous n'avez pas besoin de révolutionner, de changer complètement la logique de fonctionnement. Vous avez déjà tout ce qui est présent. Donc la partie FortiSASE, vous avez les composants sur la partie Synerge qui va pouvoir être présent, avec la partie sécurité au travers des FortiAP ou des FortiExtender ou même des FortiBranch SASE. Donc, on a la partie connexion des IoT va pouvoir être supportée également, avec du coup la gestion, la visibilité centrale également, avec les différents types d'équipements qui vont pouvoir se connecter automatiquement. Concrètement, on va être capable de jeter une AP dans la nature et qu'elle se connecte automatiquement à FortiSASE. Donc n'importe quelle machine qui se connecte au travers du Wi-Fi propagé par l'AP se connecte automatiquement au travers du SASE, même sans avoir d'agent déployé où que ce soit.
Fortinet également a une infrastructure qui est, en termes de backbone, qui est présente mondialement depuis pas mal de temps. Mais pour supporter la charge que apporte Fortinet, on rajoute énormément de POP. On a des points de présence à peu près partout dans le monde et on va être capable de pouvoir travailler avec ces différents points de présence sur la base de notre stack. Et pour les emplacements qui seraient un petit peu compliqués, on a aussi la possibilité de faire du Google Cloud, même si, encore une fois, pour faire la partie interopérabilité et fonctionnement, on n'a pas besoin de dépendre de FortiSASI. Parce que, encore une fois, la couche FortiOS, vous pouvez la déployer où vous voulez. Vous avez une usine qui se trouve au Mali, par exemple. Vous pouvez tout à fait déposer un FortiGate. Le FortiGate ici va être capable de pouvoir appliquer la connectivité au service. Et donc, vos utilisateurs qui se trouvent pas très loin de ce FortiGate, ils se connectent également au plus proche de la machine, puisque la partie ZTNA permet ça. Comme c'est une couche FortiOS, vous pouvez virtuellement avoir vos propres POP et pouvoir faire ce qu'on appelle, parce que le marché appelle, du SASI souverain. Donc la partie SASI avec une maîtrise complète de la donnée. Donc si on parle des cas d'usage sur la partie FortiSASI, il y a la partie déjà Secure Internet Access. Donc ce qu'on appelle le SIA, FortiSASI SIA, pour sécuriser la connexion à Internet. Donc l'agent qui est connecté, la FortiSASI est capable de pouvoir appliquer les filtrages ou simplement connecté au travers d'un FortiGate, on va envoyer les différentes informations. Et même sur la partie micro-branch, on va avoir la même niveau de sécurité qui va pouvoir être fait, puisque le déchiffrement SSL, le contrôle, tout ça va pouvoir être fait également avec la détection, détection des différentes machines qui se connectent. On a également la partie Secure SaaS Access. Donc, on va être capable de pouvoir faire du contrôle également au niveau des applications cloud. C'est-à-dire qu'on va être capable de pouvoir bloquer l'accès aux applications malicieuses avec ce qu'on appelle le CASB inline. Donc, dans les faits, on va pouvoir être capable de pouvoir contrôler les équipements cloud avec la partie posture qui va pouvoir être faite. On va pouvoir aussi limiter l'accès aux machines aux machines qui ne sont pas maîtrisées ou même aux tenants qui ne sont pas maîtrisés. Donc le fait de se connecter à Microsoft 365 avec un compte pro et pas et pas avec un compte perso, ça c'est des choses qu'on va être capable de pouvoir faire. Le fait de pouvoir éviter l'exfiltration de données avec du contrôle sur des IA, le fait de pouvoir bloquer des choses dans les IA, tout ça aussi, c'est des choses qui peuvent être faites tout à fait facilement. C'est tout un ensemble de filtrage qui va être présent et qui va pouvoir être fait. Donc même le contrôle dans le contenu et dans les fichiers va pouvoir être fait également avec soit du CASB inline, soit du CASB API, si on doit vérifier ce qui est fait au travers des équipements qui ne sont pas managés. Et le tout avec l'agent unifié de Fortinet qui va pouvoir couvrir les use cases du SASI, au Zero Trust, au contrôle d'application SaaS, même avec de la protection du poste de travail. Il y a aussi la partie Secure Private Access qui va permettre en fait de monter un tunnel à partir avec ou sans ZTNA, on peut monter un tunnel entre FortiSASI et les environnements OS du client. C'est-à-dire on n'est pas dépendant du fait que l'application soit configurée pour envoyer les flux dans le ZTNA. C'est-à-dire que même une machine sur laquelle on n'a pas d'accès, typiquement la machine de Jed qui a été un contractant, elle peut se connecter au service FortiSASI avec juste un compte invité et accéder à la partie machine interne. Donc le POP FortiSASI
jouant le rôle étant sur une base FortiOS, ça permet également de mieux s'interfacer dans des infrastructures SD-WAN existantes. Vous n'avez pas besoin de modifier complètement votre archi pour pouvoir monter des tunnels partout vers le POP pour ça. Vous pouvez réutiliser les infrastructures existantes ou simplement décider de monter d'avoir un VPN en permanence monté entre FortiSASI et votre FortiGate. Si vous en avez qu'un seul, ça fonctionne également très bien, bien entendu. Donc, et l'accès ZTNA permet même de contourner les clouds et d'avoir un accès direct aux applications, tout en ayant même la possibilité de faire des load balancers encore une fois. Et pour montrer un petit peu plus un cas un peu plus concret, on a choisi de vous partager comment c'est fait le ZTNA, le déploiement du ZTNA et du SASI chez Fortinet. Donc très simplement, là, on est sur une entreprise de plusieurs milliers d'utilisateurs. À l'heure de l'écriture de la rédaction de ces slides, il y avait 12 000 utilisateurs chez Fortinet. On a encore grandi depuis 2023, bien entendu. Mais en attendant, le déploiement, il a commencé au Canada avec 2 applications web et 10 utilisateurs. Donc, un mois après, on est passé à 5 applications web et 100 utilisateurs, et aux US, à 3 applications web et 10 utilisateurs. Donc petit à petit, on a augmenté le nombre d'utilisateurs et le nombre d'applications web. En 2022, on est passé à tout ce qui était application TCP et un nombre d'utilisateurs beaucoup plus grand également, puisque là, on avait au niveau worldwide, on avait commencé à couvrir la quasi-totalité de nos utilisateurs. Donc, ça a pris quelques mois pour un certain nombre d'applications. Et en 2023, on a publié 75 applications web TCP SaaS sur 12 000 utilisateurs. Donc, le déploiement, il se fait pas forcément en un clic, mais il permet d'à la fois améliorer le confort d'utilisation et également également l'expérience utilisateur et aussi la sécurité, bien entendu. En sachant que tout ça, c'est un déploiement full ZTNA. On n'aura pas forcément de logique de fonctionnement. Là, je vous ai parlé sur la partie privée de SASI. Si on avait parlé de FortiSASI, le déploiement aurait été beaucoup plus simple et beaucoup plus rapide, puisque puisque le principe de FortiSASI, c'est d'avoir une route par défaut montée sur la machine, de la même manière que d'autres fournisseurs de services cloud ont leur propre solution de SASI. C'est à peu près la même logique. Mais la logique de fonctionnement du ZTNA permet d'améliorer à la fois le confort utilisateur et la cybersécurité sans avoir à dépendre du cloud. Donc, en conclusion, les avantages du ZTNA avec Fortinet, c'est d'avoir le ZTNA universel basé sur une couche FortiOS, peu importe où sont les ressources. On a également une inspection du trafic qui va pouvoir être faite. On a également une vérification de la posture en continu. Donc, on va être capable de pouvoir le faire sur différents devices. On a également un agent unifié qui est cross-platform, puisqu'on peut même le déployer, on le déploie sur du Linux, on le déploie sur du Mac, on le déploie même sur des mobiles. Et donc tout ça, ça va être capable de pouvoir supporter ce type d'environnement et la partie VPN ZTNA. Donc on peut également faire une transition en douceur en réutilisant l'existant. Et l'utiliser comme ce n'est pas une fonction qui est soumise à licence, globalement, vous n'avez pas besoin d'acheter quoi que ce soit chez Fortinet pour peu que vous ayez déjà un EMS quelque part, ou même avec un FortiGate également. Donc, sans licence complémentaire, ça veut dire que même que si vous oubliez il n'y a pas d'oubli de renouvellement de licence à avoir puisque ce n'est pas associé à une licence. Donc, c'est simplement une fonctionnalité à activer dans FortiOS et dans FortiSASI.
Et, là, et il me reste à vous remercier de votre attention. Jérôme, je te rends la main. Merci beaucoup, Mickaël. Merci à tous pour votre attention. Et je voulais en profiter pour vous redire un petit peu ce que j'ai dit en préambule. Vous avez vu, hein, si on doit retenir quelques notions essentielles, c'est surtout que aujourd'hui, dès lors que vous avez déjà un FortiGate, globalement, vous êtes éligible à une des méthodes de migration en fonction de vos besoins, de vos projets, de votre budget. Donc c'est là que Monaco Digital rentre en piste. Aujourd'hui, on sait vous accompagner sur toutes les étapes qui ont été présentées. Et chaque étape, comme je vous le disais, est soumise à simplement de la prestation. Vous n'avez pas forcément de matériel ou de licence à acheter. Je prends l'exemple d'IPsec. Il suffit de faire la configuration en parallèle. Il n'y a pas de coupure pour le moment pour les utilisateurs. Et ensuite, vous avez deux solutions. Soit vous avez l'EMS, et auquel cas il suffit de créer un nouveau profil VPN IPsec et de le pousser sur les clients avec une petite communication qui va bien. Globalement, l'effort, il est pas énormissime. Et si vous n'avez pas pardon, de FortiClient EMS, eh bien, là, on peut très bien vous accompagner, soit pour la configuration du boîtier, et ensuite, c'est vous qui allez configurer les FortiClients manuellement, ou bien on peut aussi intervenir pour contacter vos utilisateurs et effectuer cette migration-là. Ça, c'est la première étape. Et après, pour aller plus loin, eh bien, on pourrait étudier ensemble. Là, on est plutôt sur du sur-mesure en fonction des applications qui seront à publier sur le ZTNA ou sur le SASI. Et on peut étudier ensemble la possibilité de vous amener un peu plus loin sur ces fonctionnalités-là qui sont, vous l'avez compris, plutôt avec une approche mobilité, plutôt avec une approche pardon, work from anywhere. Donc on se fiche de savoir où sont les utilisateurs et on se fiche presque de savoir aussi où sont hébergées les applications, en tout cas d'un point de vue utilisateur. Et enfin, la dernière étape, l'ultime étape étant le FortiSASI. Donc on vous fera parvenir le lien de la présentation, le replay et également une plaquette qu'a confectionnée notre équipe marketing qui reprend de manière succincte et résumée ces fonctionnalités-là. Il vous suffira soit de vous rapprocher de votre ingénieur commercial Monaco Digital ou si vous n'en avez pas, vous pouvez directement me contacter. Ce sera un plaisir que je répondrai à vos questions et que je vous mettrai en contact avec les personnes qui vont bien. Voilà pour le mot de la fin. Maintenant, on va vous libérer les micros. Si vous le souhaitez, vous pouvez poser toutes les questions relatives à la présentation. Michael et moi sommes là pour répondre avec plaisir. Ne soyez pas timide, vous pouvez nous Ne poser soyez vos pas questions. timide. Du coup, juste une confirmation, bonjour. Bonjour. Si j'ai bien compris, les ports TCP et UDP maintenant sont supportés dans le proxy ZTNA. Alors, historiquement, le TCP a toujours été supporté. Pour l'UDP, c'est arrivé avec la version 7.6, donc c'est pas présent sur la partie 7.4, ni 7.2, ni 7.0, mais c'est présent, ça arrive avec la version 7.6. Ok, super, merci. Avec plaisir. Merci pour la question. Plus de questions? Il vous suffit juste de cliquer sur le micro, hein. Normalement, c'était grisé jusqu'à maintenant et là, vous devez pouvoir le faire. Bon, très bien. Écoutez, s'il n'y a plus d'autres questions, il ne nous reste plus qu'à vous remercier une nouvelle fois pour votre temps. J'espère que cela vous a apporté des éclairages sur cette partie-là. Et voilà, sachez que la Il y a une présentation se question. termine. Ah, parfait. Nous sommes actuellement en 7.2.11 avec quelques portails VPN. Si nous migrons en 7.4, il n'y aura aucune coupure. C'est une excellente question. C'est une excellente question. Sur la partie à l'upgrade de la version 7.2 à 7.4, on vous invite à vérifier si le portail VPN SSL n'est pas désactivé, mais il est possible.
Alors, mais j'ai pas le détail de la partie sur la partie sur le par rapport au modèle qui est utilisé. Mais je ferai quand même un gros point d'attention sur cette partie-là. Je vais vérifier ce qu'il en est un petit instant. Pour l'instant que tu cherches, Mika, je réponds à la question d'après. Oui, comme je le disais, Alexandre, vous allez recevoir en email la présentation, le lien de replay et également une plaquette d'accompagnement sur ce qui est capable de vous proposer Monaco Digital dans le cadre de cette transition. Je vous en prie. Sinon, Michael, peut-être on peut prendre les informations et répondre à Dominique par la suite. Je prends le point et je ferai un retour avec l'information qui est plutôt liée au modèle spécifique. Dans tous les cas, s'il y a des informations, elles doivent se présenter sur la partie dans la partie Dans la release note. dans la release note, tout à fait. Mhm. Donc, ce que je peux dire par contre, c'est que le fonctionnement est toujours supporté en 7.4 sur la partie VPN, sur la partie VPN CSL. Juste un point d'attention, c'est la 7.2 qui supporte le LTS. Donc, si vous souhaitez, il faudra de toute manière prévoir également une migration, même un peu plus tôt, si vous êtes en 7.4, par contre, plutôt qu'en 7.2. Je ne vois pas de gros changements sur la partie 600E, donc je ne m'attends à rien. Bien entendu, c'est juste une information que je présente a priori. Je vous invite à à préparer, à contacter Monaco Digital également pour confirmer le fait Ouais, que le fonctionnement soit bien là. Yes. On a une question de Yoni également qui demande si les performances seront impactées. Yoni, tu parles de performance côté utilisateur ou côté boîtier? Dans tous les cas, j'aurais tenté de dire non, puisque naturellement, on améliore l'expérience utilisateur avec le ZTNA. Et puis la Non, partie. côté Ouais, boîtier, Jérôme, effectivement, c'était plus côté boîtier. côté performance sur les boîtiers Fortinet. On peut s'attendre même à ce qu'il y ait une amélioration des performances en fait. Parce que l'IPsec peut être traité en ASIC. Avec les puces, ouais. Donc attention, c'est Avec une les LP. IPsec classique. Mais effectivement, si on est en IPsec over TCP, c'est traité en CPU, mais comme le VPN SSL. Et pour la partie ZTNA, il peut y avoir un impact, bien entendu, mais comme c'est pas la totalité des flux et uniquement les flux applicatifs qui passent au travers des accès, bah c'est des choses qui normalement ne doivent pas avoir spécialement d'impact sur la partie expérience utilisateur. Mais c'est des choses effectivement qui peuvent nécessiter un petit peu de préparation. C'est vraiment un projet, vraiment un projet à part entière. Plutôt sur la partie ZTNA et ça, c'est ce qu'on disait, oui. Après, la migration, je pense, de SSL vers IPsec, globalement, ça doit pas se voir. Et puis, effectivement, selon les boîtiers, certains sont traités directement par la ZIC, comme le disait Mickaël. Donc, c'est encore plus performant. En tout cas, c'est plus facile à encaisser pour le boîtier sur la partie IPsec. T'as ton micro coupé. Est-ce qu'il reste d'autres questions? Merci Jérôme. Je commençais ma phrase. Je t'en prie. Je vais refaire ma phrase de conclusion, peut-être que ça permettra d'avoir une dernière question. Donc, merci à nouveau pour votre temps, pour vos questions et pour nos échanges. Et nous restons à votre disposition et à votre entière disposition, Mickaël, toute l'équipe de Monaco Digital et moi-même pour
pour aller plus loin et pour vous accompagner sur ces projets-là. Je vous souhaite à toutes et à tous une bonne journée, un bon appétit et puis à très bientôt. Merci à vous et Merci merci beaucoup, Jérôme Lucas. encore une fois pour l'invitation. Merci à toi. C'est toujours un plaisir.